Depuis quelques mois, puis depuis particulièrement quelques semaines, le ton du gouvernement Legault a durci à l'endroit de la fonction publique. On annonce des coupes. Il y a des coupes de façon très concrète. Et là, résultat, dans les dernières heures, les deux principaux syndicats de fonctionnaires au Québec ont demandé à la CNESST, le nouveau nom du CSST, je ne m'habitue pas, d'intervenir pour que cessent des actes de harcèlement à l'endroit des quelques 60 000 employés qui sont représentés par les syndicats. On va en parler avec Guillaume Bouvrette, qui est le président du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour, M. Bouvrette. Bonjour, M. Villemur. Merci de nous recevoir. Harcèlement, est-ce que le mot est juste ou c'est pas un petit peu, intense? Oui, je comprends la perception. L'idée derrière ça, c'est que le gouvernement est aussi un employeur et dans ce contexte-là, il a des obligations. L'obligation d'assurer un milieu de travail sain, d'assurer la santé psychologique également de ses employés. Et ce qu'on constate dans les derniers mois, dans la dernière année, dois-je dire, c'est qu'il fait exactement le contraire. Oui, mais attendez, parce que là, il est question de situation. Parce que là, je lis des extraits là, de vos déclarations. Situations dangereuses qui sont maintenant engendrées par l'attitude du gouvernement. Il y a un climat de travail toxique, malsain, ça engendre un stress important. On parle de dénigrement du travail du personnel parce que, France-Hélène Duranceau, Sonia Lebel avant elle, François Legault prennent parole publiquement, disent, écoutez, on va couper dans la fonction publique. On parle de nature vexatoire qui porte atteinte à la dignité. Je vous pose la question, c'est pas un peu intense, là? Non, parce que c'est réellement ce qui est vécu sur le terrain. Les témoignages qu'on reçoit de la part de nos membres, ils sont franchement inquiétants. OK. La détresse, elle est réelle. Ça va faire 1 an, le 1er novembre, qu'on a décrété un gel d'embauche dans l'appareil public. Et ça, ça a pour effet, rapidement, après quelques mois qu'on installe le gel d'embauche, que la surcharge de travail qui revient sur les épaules de ceux et celles qui restent. Et là, dans les derniers mois, on a ajouté à ça des fins de contrat prématurées. Donc, on a augmenté cette surcharge de travail-là sans pourtant réduire les mandats, réduire les attentes envers les services à la population, parce que c'est aussi le discours gouvernemental qui fait aucun sens. C'est de dire tout ça se fait sans impact au service à la population, alors que c'est faux. Il y en a toujours. Même si la personne n'est pas en première ligne, elle est forcément en support à ses collègues qui, eux, le sont. Et des exemples comme ça, on est en train de les documenter, mais on en a reçu tellement au cours des dernières semaines que c'est franchement inquiétant. Et ce qu'on souhaite par cette démarche-là, c'est d'abord et avant tout que le gouvernement prenne ses responsabilités comme employeur et qu'il prenne soin de ses employés qui portent les services publics à bout de bras. Mais M. Bourrette, on va parler justement de ce que vous appelez la surcharge de travail dans quelques instants. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais ça vous entendre sur l'idée de ce climat toxique malsain à l'intérieur des murs de la fonction publique lorsque François Legault prend publiquement parole et annonce ses couleurs. Vous savez, dans n'importe quel secteur d'activité sur le plan professionnel, on sait qu'on peut perdre son travail. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle habitude que doivent prendre et accepter de prendre les fonctionnaires du gouvernement du Québec? Ben, en fait, l'exemple que vous donnez, il est bon, M. Villemur, parce que dans n'importe quelle organisation, grande entreprise privée, là, le PDG prendrait la parole et aurait un plan de réduction des effectifs qui est déterminé. Ouais. C'est parce qu'il souhaite améliorer l'efficacité de l'organisation. Il ne ferait pas de déclaration publique incendiaire qui, finalement, manque profondément d'empathie, mais surtout dénigre le travail des travailleurs et des travailleuses de l'État à répétition. On prendrait soin des gens, on prendrait des décisions difficiles, on aurait un plan d'action qui est réfléchi plutôt que de choisir la voie facile. Parce que, on va se le dire, c'est ce qui est fait actuellement. On met fin au contrat des personnes qui sont plus vulnérables, qui n'ont pas de permanence en emploi, parce qu'on peut le faire, avec un seul objectif, réduire la masse salariale à des fins électoralistes. Pour un gouvernement qui a fait tout le contraire pendant 7 ans, je pense qu'on peut arrêter de croire à ces promesses-là, là, vous et moi, là, et comprendre qu'il n'y a aucun autre objectif derrière ces mesures-là que de faire bouger l'aiguille. Vous pensez qu'il S'il avait voulu améliorer pas... l'efficacité de l'État, il a eu 7 ans pour le faire. Oui, mais vous croyez donc pas du tout au gouvernement lorsqu'il dit que c'est pour assainir les finances publiques, pour essayer de réduire la dette? Pas du tout, puis je peux vous donner un exemple assez clair de ça. Cet été, on a coupé plus de 250 postes à la CNESST, justement, directement. C'est un organisme qui est extra-budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a à peine 1%, 1,5% de son budget qui vient du financement gouvernemental. C'est pour le volet normes du travail, là, je vous épargne les détails. Là. Mais sur un budget de fonctionnement de plus de 850 millions, c'est à peu près 0 $ qui viennent du gouvernement du Québec. Alors, cette réduction d'effectifs à la CNESST, elle vient pas du tout améliorer le bilan et régler le déficit gouvernemental.
d'un côté, mais de l'autre, on prévoit déjà, parce que c'est un peu comme une grosse compagnie d'assurance, hein, la Commission en santé et sécurité, qu'il y aura des augmentations sur la tarification aux employeurs, notamment parce qu'on augmente le délai de traitement des plaintes ou des travailleurs accidentés, de leur réintégration au travail. Alors, on va refiler cette facture-là aux différents employeurs et ils auraient raison de questionner et d'être frustrés eux aussi. Alors, il y a aucune analyse comptable qui tient. C'est quand même décevant de la part d'un gouvernement qui se targue d'être des gestionnaires. Mais je recule un peu. C'est sur la question du caractère presque inédit là, qui entoure votre situation. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres secteurs d'emploi où on a notre patron qui dit publiquement devant tous les Québécois, ça se peut que ces gens-là perdent leur travail. Là-dessus, je pense que vous avez un point. Par contre, les fonctionnaires du gouvernement du Québec et du gouvernement à Ottawa et dans les villes aussi, ils faisaient partie de cette petite clique de gens qui étaient privilégiés à ne jamais avoir l'impression qu'ils pouvaient perdre leur travail. Moi, tous les gens que je connais, M. Bouvrette, là, OK, ils savent que quand ils vont travailler, ben, ils peuvent perdre leur travail. Puis c'est ça, c'est la vie, ça. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que c'est pas le moment de s'habituer à la vie, là? Et la vie est perdre le travail, là, vous savez, en droit du travail, là, le congédiement, c'est la peine capitale. Ici, on invoque des motifs économiques. J'ai déjà donné des exemples. Là. Donc, ces motifs-là, on peut en douter clairement. S'il y a des problèmes de rendement d'un employé, s'il y a des enjeux de prestation de travail, là, comme dans n'importe quelle organisation, l'employeur a à faire son travail et à gérer ça. Mais maintenant, c'est quand même faux d'affirmer et de penser que la fonction publique provinciale, c'est un parachute doré puis que les gens, ils ont des conditions de travail, de rémunération, d'avantages sociaux hors normes. Parce que ces avantages-là, ils ont fondu avec le temps. Les écarts de rémunération globale, là, pas juste au niveau du salaire, avec le secteur privé et avec les autres secteurs publics, font état année après année que le secteur public du gouvernement du Québec est le parent pauvre. Quand on fait l'analyse de rémunération globale. Alors, il y a des enjeux là, il y a des enjeux d'attraction, de rétention d'expertise au sein de l'État québécois qui posent des problèmes actuellement. Et là, on risque fort de causer, avec les démarches actuelles, des dommages qui vont perdurer dans le temps. Bon, parlons d'efficacité. Là, vous parliez de surcharge de travail. Est-ce qu'on peut dire que la machine va mieux et plus vite qu'il y a 10 ans? Hein, on sait, il s'est ajouté beaucoup de gens dans la fonction publique. Il s'est créé plus d'emplois dans la fonction publique si on prend Ottawa, Québec et les villes que dans le secteur privé depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a de plus de services aux citoyens. Ça, c'est à vous de nous l'expliquer, par contre, là. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est des partisans de l'efficacité de l'État. J'ai d'ailleurs interpellé la présidente du Conseil du Trésor là, il y a maintenant 1 mois pour solliciter une rencontre. Et si on veut parler d'efficacité, on sera présent. C'est faux d'affirmer que les syndicats sont un empêcheur de tourner en rond. Là. Comme syndicat de professionnels, là, je dis que les gens qu'on représente, ils ont à cœur la mission des services publics et ils veulent que ça fonctionne. Alors ça, c'est clair. Est-ce que c'est plus efficace qu'il y a 10 ans? Ce qui est clair, c'est qu'il y a une multiplication des programmes socio-fiscaux. Les annonces gouvernementales, elles sont toujours très, très populaires. Il y a une augmentation de la population là, qui a un impact sur la capacité de rendre les services, là, mais c'est quand même pas ça le nerf de la guerre. On a aussi modernisé des lois en santé et sécurité du travail. On a modernisé la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. On a bonifié des réglementations en environnement. Et il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner, mais ça prend des gens pour faire le travail. Ça se fait pas par magie. Ce qui serait cohérent de la part du gouvernement, c'est d'annoncer des réductions de programmes socio-fiscaux. C'est d'annoncer à la population que les services, là, ils vont prendre plus de délais dans nos services publics au Québec, mais ça, c'est pas très populaire électoralement à faire comme annonce. Pourtant, ça serait cohérent. Mais vous dites que vous êtes partisan de l'efficacité, de la productivité. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer comme pratique? Parce que là, éventuellement, il va falloir que vous vous assoyiez avec les gens concernés là, puis qu'ils vous disent, regardez, là, nous, on a des impératifs. Il faut réduire la taille de l'État. On ne peut plus se le permettre. La dette est trop importante. Et vous, de votre côté, pouvez-vous améliorer des affaires? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Mais en fait, puis là, il y a un bout où c'est la responsabilité des organisations, des employeurs. C'est quand même nous donner vraiment beaucoup de pouvoir de penser qu'on a la clé de l'amélioration de l'efficacité. Bien, vous êtes doté d'un esprit, vous pouvez faire preuve d'imagination, de curiosité, d'innovation. Et si on interpelle les gens sur le terrain, ils en ont des solutions. Encore faudra-t-il les écouter. Ce qu'on a mis en place dans la dernière année, c'est une plus grande reddition de comptes. Hein, et ça prend des heures et des heures à faire. On scrute chaque dépense à la loupe, mais finalement, ça coûte plus cher de le faire. On fait une reddition de compte que le Conseil des ministres ne lit pas. Mais ceci dit, à votre question, consultons les gens sur le terrain. Ils en ont des solutions. Les gens qui font carrière dans les services publics, ils ont ça à cœur. Ils veulent que ça fonctionne.
c'est quand même pas une responsabilité du syndicat de le faire. Il faut quand même reconnaître que dans les dernières négociations de conventions collectives, là, on a consenti à plus de flexibilité dans la gestion de l'horaire de travail. En cas de besoin, on s'est toujours positionné au SPJQ comme un partenaire du gouvernement pour que ça fonctionne. Alors, ce qu'on demande, c'est d'être interpellé sur la recherche de solutions, mais c'est pas le cas présentement. Ce qu'on fait, ce sont des coupes sauvages, n'importe où, n'importe comment. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez la population de votre bord? Parce qu'il y a des grèves, là, ça ne vous regarde pas, là, mais la STM, par exemple, il y a une grève annoncée à la STM. Là, ça handicape le quotidien des gens. Il y a eu Post Canada. Là, les gens, ils sont chez eux. Là, ceux qui ne sont pas syndiqués, puis ils rentrent chez eux, puis ils disent: ah, je suis tanné de ces affaires-là. Tout le monde a besoin de quelque chose. Tout le monde demande quelque chose. Puis on dirait que c'est coordonné, c'est tout en même temps. Vous n'avez pas l'impression que vous allez devoir payer en matière de capital de sympathie? Oui, maintenant, les enjeux ne sont pas les mêmes. Historiquement, on n'a pas exercé de moyens de pression lourds au sein du gouvernement, au sein de la fonction publique québécoise, et c'est pas pour rien. Maintenant, il faut reconnaître quand même qu'à travers les dernières décennies, les gains syndicaux ont amené des gains pour l'ensemble de la population. Les améliorations à la loi sur les normes du travail ne sont pas arrivées par magie. La semaine normale de travail à 40 heures non plus, les régimes d'assurance parentale et j'en passe. Ces gains-là, à la base des gains syndicaux dans l'histoire, se sont aussi répercutés sur les conditions de l'ensemble des travailleurs du Québec, qu'ils soient syndiqués ou non. Alors, il faut aussi garder ça en tête. Maintenant, je suis conscient qu'on n'a pas, peut-être au niveau de la fonction publique, le même niveau de sympathie que dans le réseau de la santé et de l'éducation. Mais lorsqu'on prend la peine de descendre sur le terrain, ce que j'invite les ministres et le premier ministre à faire, on se rend compte que ce sont des hommes, et surtout des femmes, majoritairement des femmes de cœur, qui portent les services publics à bout de bras, qu'ils y tiennent, qui veulent, eux et elles aussi, que ça fonctionne. Merci beaucoup, Guillaume Bouvrette. Vous êtes président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Après la pause, on parle avec Georges Mercier de la situation à Gaza. Le conflit n'est pas terminé là-bas. Puis il y a bien du monde qui pense que parce qu'il y a de l'accalmie, on va peut-être découvrir un épisode de paix. Ben non, c'est un conflit qui a 2000 ans d'histoire. On parle également de la situation au Venezuela parce que le monde est plein de surprises et ça pète là-bas aussi. Puis on parle également avec Égide Royer d'éducation de nos petits dans les écoles qui ont besoin de plus en plus de plans d'intervention. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.